Cette vidéo est une hérésie à l'heure du Big Data. On va parler d'une technique ancestrale pour améliorer votre site web. Accrochez-vous bien, ce que je vais vous dire est révolutionnaire. On va parler à vos utilisateurs. Hein? Comment ça, parler aux utilisateurs? Mettre en place un formulaire pour leur faire dire ce qu'on a envie d'entendre? Non, vous allez littéralement parler à vos utilisateurs. Je vais vous expliquer comment j'ai pu mettre le doigt sur d'importants problèmes de navigation avec seulement 10 tests utilisateurs. Je vous montrerai la procédure que j'ai suivie, comment poser les bonnes questions et surtout, quelles sont les différentes erreurs que j'ai commises lors de mes premières interviews. Avant de commencer, une recommandation de lecture. Allez jeter un coup d'œil au livre Lean Startup. C'est ce livre qui m'a inspiré dans toute la procédure que je vais vous raconter. Vous y apprendrez à mettre en place des cycles ultra rapides de tests pour savoir en une semaine si vos idées sont viables ou pas. Je vous laisse le lien dans la description. C'était l'année dernière, on avait sorti notre site il y a à peu près un an, donc le nouveau site de notre ONG, et on voulait savoir si les utilisateurs arrivaient à bien se servir de la navigation. On avait quelques doutes sur certains éléments de menu et quelques idées préconçues sur ce qui pourrait frustrer les utilisateurs, et c'était pas des choses qu'on pouvait mesurer quantitativement, ni par Google Analytics, ni par Hotjar. Bref, on voulait tester tout ça sur des utilisateurs de notre cœur de cible, sans avoir des résultats trop biaisés. Alors c'est particulièrement dur quand on a ces deux problématiques en même temps. Il fallait à la fois faire vite et sans payer. Et c'est là qu'on s'est inspiré d'une technique décrite dans Lean Startup, construire un petit panel d'utilisateurs, faire des vraies interviews à distance, leur faire faire quelques tests, et tout ça sans aucun logiciel spécialisé. L'idée était vraiment de rester au niveau le plus basique possible. Je n'ai eu besoin que de 2 logiciels pour toute cette expérience. Le premier, c'était You Can Book Me, une sorte d'agenda en ligne sur lequel vous pouvez définir différentes plages de disponibilité et laisser vos participants vous réserver différentes dates. Le deuxième, c'est Zoom, le système de vidéoconférence qu'on n'a sans doute plus besoin de présenter. J'avais choisi Zoom pour 4 raisons. Il est gratuit pour des appels de 45 minutes. Il n'a pas besoin d'une grosse bande passante pour bien fonctionner, ce qui était super utile car mes utilisateurs étaient parfois dans des pays avec un super mauvais réseau. Il est facile à prendre en main, ce qui est indispensable, sinon j'aurais vraiment galéré à expliquer à chaque participant comment l'utiliser. Et enfin, il permet à mon utilisateur de partager son écran pendant qu'il fait le test. Et me permet à moi d'enregistrer tout ce qui se passe, pour que je puisse ensuite me repasser la vidéo et voir les détails qui m'auraient échappé sur le moment. On touche là une étape cruciale. C'est vraiment pas facile de poser les bonnes questions, surtout quand c'est notre site qui est sur le grill. Il faut que les questions du test soient suffisamment ouvertes pour qu'il y ait plusieurs façons d'y répondre. Donc, donnez simplement l'objectif à atteindre, plutôt que de demander par quel moyen l'atteindre. Par exemple, au lieu de demander « Montrez-moi comment vous faites pour aller sur notre page d'offre d'emploi », j'ai tourné ça en demandant « Vous êtes un jeune diplômé qui apprécie notre ONG et qui cherche à aller travailler sur une mission terrain. Vous avez cherché notre site sur Google et vous êtes arrivé sur notre page d'accueil. Que faites-vous pour voir si nous avons un poste pour vous ?» Chacune des questions est un test avec ce petit aspect jeu de rôle, ce qui permet à l'utilisateur de bien se mettre dans la peau du personnage, qui n'est pas forcément, même si on avait construit notre panel d'utilisateurs de telle façon à ce que tous les utilisateurs soient le plus proche possible de notre cœur de cible. Vu que notre site est bilingue anglais-arabe, on a décidé de séparer notre panel en 2 sous-groupes en fonction de la langue, et chacun de ces sous-groupes était lui-même séparé en 2 en fonction que l'utilisateur soit sur desktop ou sur mobile. Comme on avait déjà une base de données datant du lancement du site, c'était très simple. On a juste pioché parmi cette base en essayant de construire un bon mix de profils d'utilisateurs clés. Si vous n'avez pas ce type de base de données, vous avez probablement une newsletter ou des réseaux sociaux que vous pouvez solliciter, récupérer quelques emails et profils pour construire cette base de données, puis contacter les plus pertinents et construire votre panel. Soyez conscient toutefois que les utilisateurs que vous interviewerez auront certainement un biais positif sur votre entreprise. Et ça sera à vous de combattre ce biais positif si vous voulez vraiment sortir quelque chose d'utile de ces interviews. Tout se joue dans les 30 premières secondes de l'interview. Votre utilisateur risque d'arriver un petit peu stressé. C'était carrément le cas avec moi. Je leur avais juste dit à l'avance qu'ils allaient avoir un certain nombre de tests, mais ils ne savaient pas exactement quoi. Donc ils sont arrivés un petit peu stressés, comme quand on arrive à un contrôle, avec la peur de mal faire, encore plus quand je leur ai dit que j'allais les enregistrer. Donc j'ai pris l'habitude de toujours commencer par une petite blague pour détendre l'atmosphère, en disant que ceci n'est pas un examen, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse,
Et de toute façon, même si c'était un examen, ça serait plutôt vous, l'examinateur, et moi, l'étudiant qui présente sa copie. En général, ça suffisait à rendre l'atmosphère plus amicale, plus informelle. Ensuite, j'enchaînais sur quelques questions préliminaires pour faire parler l'utilisateur de lui, le mettre encore un peu plus à l'aise, et surtout pour déjà récupérer quelques informations utiles sur qu'est-ce qu'il fait avec le site. Des questions toutes innocentes comme « Vous y allez souvent ? Qu'est-ce que vous y faites en général ? Comment pensez-vous qu'on pourrait l'améliorer ?» Avec un peu de chance, en plus de mettre l'utilisateur à l'aise, vous grappillerez quelques informations sur des besoins ou des comportements que vous ignoriez totalement. Maintenant, pour le test en lui-même, n'ayez surtout pas peur des silences. Profitez-en pour demander à l'utilisateur qu'est-ce qui lui passe par la tête, pourquoi il hésite, quel est son doute, et surtout, résistez à la tentation de l'aider. Et croyez-moi, ça va être très compliqué, puisque l'utilisateur va constamment vous demander s'il est en train de faire la bonne chose ou pas, et à vrai dire, c'est une chose naturelle, puisque pour lui, vous êtes une figure d'autorité, et en tant que tel, vous exercez inconsciemment un pouvoir d'influence sur lui. Donc d'accord, c'est très dur de ne pas lui répondre, mais à la limite, retournez-lui sa question. Par exemple, s'il vous demande « Est-ce que je dois cliquer là ?» Répondez-lui « Qu'est-ce qui vous fait penser que vous trouverez l'information en cliquant ici ?» Et attendez la fin de tous les tests avant de débriefer avec votre utilisateur. Vous entendrez des « Ah oui, mais maintenant que vous le dites, c'est tout à fait logique. Non, mais je pensais qu'il fallait cliquer là parce que j'avais pas vu ça. » Il aura tendance à vous dire que c'est sa faute, mais ne l'écoutez pas, c'est votre faute. Voici les 3 principales leçons que j'ai tirées de cette expérience. Tout d'abord, pas besoin de plus de 10 interviews. Les gros problèmes émergeront forcément au bout de 10 utilisateurs. Si un de vos 10 testeurs a un problème, c'est probable que des milliers d'autres utilisateurs silencieux aient le même. Ensuite, certains tout petits défauts de design peuvent avoir d'énormes conséquences. Et je vais vous donner 2 exemples. Une de mes utilisatrices n'arrivait pas à scroller pour sélectionner son pays dans un formulaire de don. Et je comprenais vraiment pas pourquoi elle n'y arrivait pas. Quand je lui ai demandé ce qui l'empêchait de scroller, elle m'a répondu qu'elle était sur un laptop sans souris, et que comme notre liste déroulante n'avait pas de barre de défilement, il lui était impossible de scroller avec son pavé tactile. C'était un problème de design tout bête, et c'était d'ailleurs la seule à l'avoir, mais ça m'a ouvert les yeux sur l'étendue réelle du problème. Autre exemple, j'ai remarqué que les utilisateurs arabophones mettaient beaucoup plus de temps à trouver leur pays dans la liste déroulante. Et encore une fois, la raison était toute bête. Les pays étaient classés en fonction de l'ordre alphabétique latin au lieu de l'ordre alphabétique arabe. Dernière leçon, il faut parfois poser la question « Et si j'étais pas là, auriez-vous fait la même chose ?» Ça, je m'en suis rendu compte quand je demande aux gens de partager la page sur Facebook. Quand je demande ça, ils vont automatiquement chercher un bouton de partage sur la page. Et donc, quand je reviens à la charge avec mon « Et si j'étais pas là, auriez-vous fait la même chose ?» c'est là qu'ils me disent en général « Ah bah non, j'aurais probablement juste copié l'URL, ouvert mon Facebook et collé le lien dans un post. » Le fait de reposer la question permet de casser ce que j'appelle le biais du contrôle. Et vous réussirez à faire émerger le vrai comportement. Pour en finir avec cette vidéo, je vous laisse sur mes 3 plus belles erreurs et les conseils que j'aurais aimé qu'on me donne avant que je me lance. Première erreur, laissez assez de temps de battement pour chaque interview. J'avais 7 questions pour chaque utilisateur. J'avais calculé que ça me prendrait en gros 15-20 minutes. Et donc j'avais prévu des séances de 30 minutes en me disant ça va être largement suffisant. Première interview, le drame. L'utilisatrice arrive avec 10 minutes de retard et chacune des questions prend bien plus longtemps que prévu. Et comme par hasard, j'avais un test prévu juste après. Donc je me suis retrouvé à bâcler les dernières questions et c'était pas productif du tout. Donc faites votre estimation de temps nécessaire et doublez ce chiffre. On a toujours tendance à sous-estimer. Deuxième erreur, commencez direct par les tests sans prendre le temps de faire connaissance avec l'utilisateur. En revoyant mes premiers enregistrements, avec les utilisateurs pour qui j'allais droit vers le but, je me suis rendu compte qu'ils étaient beaucoup moins naturels et beaucoup moins bavards. Donc ne sous-estimez pas l'importance du papotage informel avant de commencer le test. Troisième erreur, trop guider l'utilisateur. Encore une fois, en revoyant mes premières interviews, je me suis rendu compte que je parlais bien plus que mes utilisateurs. On aime tous s'entendre parler, c'est génial, mais c'est pas le but. Une fois que je m'en suis rendu compte, j'ai commencé à répondre à chaque question par une question, ce qui m'a permis de faire parler bien plus mes testeurs et comprendre ce qui leur passait par la tête. Voilà, maintenant vous savez tout. J'espère vous avoir convaincu de l'importance des interviews utilisateurs pour améliorer votre site. Et surtout du fait qu'il est tout à fait possible de le faire facilement et gratuitement. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo.